Pourquoi est-ce qu'on forme des groupes si prompts à se détester? Hmm. Et comment des croyances qu'on pourrait juger totalement absurdes peuvent devenir virales? Au point de provoquer des paniques collectives, oui. Et puis, la grande question, d'où viennent les religions? On a l'impression que nos sociétés sont pleines de bugs, en fait, Des conflits qui explosent sans raison, des rumeurs. qui se propagent plus vite que la vérité. Exactement. Et si ces bugs n'en étaient pas vraiment? Et si c'était en fait des fonctionnalités de notre cerveau, des programmes très anciens dont on ne comprend plus le mode d'emploi? C'est exactement la piste qu'on va suivre aujourd'hui. D'accord. Pour ça, on va s'appuyer sur des extraits d'un livre fascinant de l'anthropologue Pascal Boyer, Minds Make Societies. Son idée, c'est d'arrêter de regarder la société comme une grande entité mystérieuse, qui nous domine, oui. Oui, mais plutôt comme le produit direct de ce qui se passe dans nos têtes. On va donc essayer de comprendre ces mondes qu'on crée en regardant un peu sous le capot de l'esprit humain. C'est parti. Alors commençons par ce premier grand paradoxe, la coopération et le conflit. Mhm. On est l'espèce la plus sociale qui soit, capable de construire des villes, d'aller sur la Lune, des trucs incroyables. Et en même temps, on est d'une violence inouïe, les uns envers les autres, dès qu'il s'agit de groupes. On balance souvent le mot tribalisme pour expliquer ça. Oui, comme si c'était une sorte de pulsion archaïque, un reste de notre cerveau reptilien. C'est un peu paresseux comme explication, non? Oui, et Boyer propose quelque chose de beaucoup plus subtil. Pour lui, le tribalisme, ce n'est pas une pulsion de haine. Ah, C'est le résultat d'un calcul, un calcul que notre esprit fait en permanence sans même qu'on s'en rende compte. d'accord. Il parle d'une psychologie cohésionnelle, c'est-à-dire tout un ensemble de systèmes mentaux spécialisés. Une sorte de logiciel de gestion de coalition intégré à notre cerveau, en quelque sorte? Exactement. Et ce logiciel est très très sophistiqué. Il évalue constamment les coûts, les bénéfices d'appartenir à tel ou tel groupe. Il surveille si les autres jouent le jeu. C'est ça. Et surtout, il est équipé d'un détecteur de tricheurs et de profiteurs extrêmement sensible. Donc, pas un bug, une fonctionnalité. Une fonctionnalité essentielle pour survivre dans un monde social. Ça me fait penser à ces expériences classiques en psychologie sociale, celle du groupe minimal. De Henriette Hatchfell, oui. Voilà. On prend des gens, on les met dans des groupes sur la base d'un critère complètement bidon. Genre, vous préférez Klee ou Kandinsky? C'est ça. Et en quelques minutes, ils se mettent à favoriser leur propre groupe. C'est fou, non? On a l'impression que c'est totalement irrationnel. On pourrait le croire, mais d'autres recherches, comme celle de Toshio Yamagishi, suggèrent autre chose. Quoi donc? Ce n'est pas forcément de l'irrationalité, ce serait plutôt notre esprit qui applique une heuristique d'échange social. C'est-à-dire? Dans le doute, face à une situation nouvelle, il se met par défaut sur le mode jeu de réciprocité. Il parie sur le fait que... Que si j'aide mon groupe, les membres de mon groupe m'aideront en retour. C'est un pari coopératif sur l'avenir. Donc ce mécanisme, qui est super utile dans la vie de tous les jours, est en quelque sorte détourné dans ces expériences de labo? C'est ça. Notre cerveau voit un groupe et il lance le programme Alliance, même s'il n'y a aucune raison logique de le faire. Ça montre à quel point c'est profondément ancré en nous. Voilà. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec des phénomènes bien plus graves, comme le nationalisme ou le racisme. Oui, comment est-ce qu'on passe de ça à des conflits violents? L'idée reçue, c'est que tout part des stéréotypes, non? On a des préjugés et ça mène au conflit. Oui. Et c'est là que Boyer inverse complètement la perspective. C'est son idée la plus contre-intuitive. Je t'écoute. Souvent, ce n'est pas le stéréotype qui cause le conflit, c'est la perception d'un conflit qui crée le besoin de stéréotypes. Attends. Si je comprends bien. Ça veut dire que le racisme ou la xénophobie ne serait pas la cause profonde du conflit. Non. Mais plutôt une sorte d'habillage idéologique qu'on plaque sur une compétition qui existe déjà. C'est exactement ça. C'est énorme comme idée. Carrément. Le point de départ, c'est une compétition pour des ressources, Un territoire, des emplois. ou même du statut social. Et cette compétition, elle active à plein régime notre psychologie cohésionnelle. D'un coup, la question la plus urgente pour notre cerveau devient « qui est avec moi ? Qui est contre moi ?» Et il se met à chercher des marqueurs. Frénétiquement, n'importe lesquels, pour tracer une ligne de démarcation claire entre le « nous » et le « eux ». Et c'est là que la couleur de peau, l'accent, la religion... Deviennent des signaux pertinents. Exactement. Ce ne sont pas les causes, mais des uniformes qu'on assigne aux équipes. Des raccourcis pour identifier les coalitions rivales. Précisément. Et c'est seulement après que les stéréotypes négatifs et les théories haineuses débarquent. Pour justifier l'hostilité. Voilà. Ils servent à dire « on a raison de les détester, la preuve, ils sont paresseux, dangereux, malhonnêtes ». Le stéréotype, c'est l'outil de mobilisation qui vient après la bataille. Ça change tout.
Ça expliquerait pourquoi la violence ethnique peut éclater si soudainement entre des voisins qui vivaient en paix. Oui, le vrai déclencheur n'est pas une haine ancestrale, mais un changement dans la perception de la compétition. Et cette violence suit un script, j'imagine? Malheureusement, oui. Un script tragique. Ça commence par un incident, souvent mineur, amplifié par des rumeurs. Les rumeurs, le carburant de la peur. C'est ça. Et on entre dans ce que les spécialistes appellent le dilemme de sécurité. Je m'arme parce que j'ai peur de toi. Mais en te voyant t'armer, j'ai encore plus peur, donc je m'arme aussi. Et la catastrophe devient presque inévitable. La violence qui en résulte n'est pas une explosion de folie, c'est la conséquence tragique de ces calculs mentaux. Et cette idée de rumeur qui sert à mobiliser un groupe, ça me fait penser à un autre grand mystère. Comment des idées parfois complètement folles arrivent à se propager? C'est une excellente transition. Les mécanismes mentaux sont très similaires. On parle de ce que Boyer appelle la culture Camelot. Oui, la junk culture. On pense aux grandes paniques morales, les rumeurs de vol de pénis en Afrique ou les réseaux satanistes en Europe. On se dit que les gens sont incroyablement crédules. Mais en même temps, au quotidien, on est plutôt méfiant, non? Bien sûr, si un inconnu dans la rue vous dit « Donnez-moi 100 €, je vous en rends 1000 demain », personne ne le croit. Alors c'est ça le puzzle. Notre esprit est équipé de ce que les chercheurs appellent une vigilance épistémique, des filtres mentaux très efficaces. Donc non, par défaut, on n'est pas des gobe-mouches. Alors comment cette culture Camelot arrive à déjouer nos défenses? Il y a plusieurs facteurs. Le premier et le plus puissant, c'est notre système de détection des menaces. On a tous un biais de négativité. Ah oui, c'est tellement vrai. Je peux recevoir 10 compliments sur mon travail et une seule critique, je ne vais penser qu'à la critique. Exactement. Notre cerveau est câblé pour voir la menace. Une information sur un danger capte notre attention de manière disproportionnée. C'est un héritage de l'évolution. Il valait mieux croire à tort qu'il y avait un lion dans les buissons que de l'ignorer une seule fois. Donc par précaution, on a tendance à accepter et à relayer les avertissements. Surtout si ça ne coûte rien. Transférer un message sur WhatsApp? C'est gratuit, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a l'intensité émotionnelle. Les gens qui partagent ces rumeurs, ils sont indignés, en colère. Si on doute, on est perçu comme un complice. Tu mets le doigt sur le point crucial. La fonction de ces croyances n'est pas seulement de transmettre une info. Leur fonction principale, c'est de recruter. Recruter? Oui, moraliser une menace, transformer un fait supposé en un scandale intolérable, c'est une stratégie de mobilisation de coalition extraordinairement efficace. Comment ça? Quand on présente une rumeur comme un impératif moral, il faut faire quelque chose contre ces gens. On ne demande plus aux gens de réfléchir, on leur demande de choisir leur camp. C'est un test de loyauté. Exactement. Ceux qui adhèrent signalent leur appartenance au groupe des gens bien, ceux qui doutent sont des ennemis. La croyance devient un drapeau, un signe de ralliement. On ne discute plus de la vérité, on affiche son allégeance. Un modèle de croisade se met en place. Et ça nous amène tout droit à la plus grande forme de croyance organisée. La religion. Oui, on a cette image que c'est un pilier universel, intemporel, de toutes les sociétés. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est une des idées reçues les plus tenaces que Boyer a déconstruit de manière assez radicale. Ah bon? Le concept même de religion, tel qu'on l'entend aujourd'hui, le package complet avec doctrine, texte sacré, prêtre, foi, c'est une invention très très récente. Très récente. À l'échelle de notre histoire, oui. Ce package est lié à l'émergence des États, de l'écriture. Attends. T'es en train de dire que ce qu'on considère comme le cœur de la religion, la foi, le salut, c'est une sorte de mise à jour tardive. Exactement. Que pendant la majeure partie de notre préhistoire, ça n'existait tout simplement pas. C'est ça. Il n'y avait pas de religion en tant que système, mais il y avait les briques de base, les ingrédients cognitifs. D'accord. La première brique, c'est notre facilité déconcertante à former des concepts surnaturels. Les fantômes, les esprits, les dieux. Pourquoi ces concepts nous viennent-ils si facilement? Parce qu'ils exploitent parfaitement le fonctionnement de notre cerveau. Ce sont des concepts minimalement contre-intuitifs. C'est-à-dire? Ils combinent une violation mineure de nos attentes, un fantôme traverse les murs, avec une confirmation massive de toutes nos autres attentes. Ce fantôme a des désirs, des souvenirs, il pense comme une personne. C'est malin. La petite partie contre-intuitive capte l'attention et le rend mémorable. Et la grande partie intuitive le rend facile à comprendre et à transmettre. D'accord, ça c'est la première brique. La deuxième, c'était l'existence de ce qu'il appelle des cultes pragmatiques. Le chamanisme, le culte des ancêtres. Voilà. Et leur but n'était pas de répondre à des questions existentielles. C'était du très concret. On fait un rituel pour guérir un malade, pour que la chasse soit bonne. Une boîte à outils surnaturelle pour les problèmes du quotidien. C'est ça.
Donc, pendant des centaines de milliers d'années, on avait le hardware cognitif pour croire aux esprits, et on l'a utilisé pour des trucs très pratiques. Sans se poser plus de questions. Pas de sermon, pas de catéchisme. Non. Et les notions qui nous semblent centrales aujourd'hui, comme le salut de l'âme ou les dieux moraux, sont des innovations encore plus tardives. Et elles viennent d'où alors? Elles apparaissent massivement durant ce que le philosophe Karl Jaspers a nommé l'âge axial. Entre 600 avant notre ère et 100 après. Oui, dans des sociétés devenues très grandes, très prospères, en Chine, en Inde, en Grèce, des élites intellectuelles ont développé ces grandes doctrines du salut et du perfectionnement de soi. Le bouddhisme, le stoïcisme. Le platonisme, le christianisme primitif, toutes ces traditions naissent à ce moment-là. Le paradoxe est donc total. Ce que beaucoup de gens considèrent comme l'essence de la religion, Son cœur, oui, c'est en réalité l'une de ses formes les plus récentes et les plus rares. Presque un produit de luxe de société complexe. c'est exactement l'idée. On a tendance à prendre cette forme moderne comme le modèle par défaut. Boyer nous invite à faire l'inverse. Si on essaye de relier tout ça, le fil conducteur, c'est que des phénomènes sociaux qui ont l'air très différents Les conflits de groupe, les rumeurs, la religion, sont en fait les produits des mêmes mécanismes mentaux de base. oui, ce sont les conséquences émergentes de systèmes cognitifs façonnés par l'évolution pour résoudre des problèmes très anciens. Comment former des alliances, détecter des menaces, interagir avec d'autres agents. Donc, pour comprendre les sociétés qu'on construit, il faut d'abord comprendre comment notre propre esprit est construit. C'est cette fabrique de l'humanité, comme le dit le titre français du livre, qui est constamment à l'œuvre. Et c'est cette perspective qui est si puissante. Elle permet de regarder nos propres comportements, nos croyances, avec une sorte de distance. On comprend mieux pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question à méditer. Hmm, Boyer évoque 3 voies possibles pour la religion dans le monde moderne. La première, c'est l'indifférence, la sécularisation. d'accord. La deuxième, la spiritualité individuelle, un peu à la carte. Chacun se bricole son truc. Et la troisième, c'est la mobilisation cohésionnelle, où la religion devient avant tout un marqueur d'identité de groupe, un drapeau. Pour mener des conflits. La question est donc la suivante. Maintenant qu'on sait que nos esprits sont équipés de ces anciens et puissants systèmes de détection de menaces et de formation de coalitions, Mhm. quelle de ces 3 voies semble la plus susceptible de l'emporter lorsque nos sociétés sont confrontées au stress, à l'incertitude ou un sentiment de compétition accrue?